Et Raspail s'intéressait à ce phénomène-là. Qu'est-ce qui va pousser plus tard sur les ruines d'une époque qui est en train de se désagréger? Raspail cherchait à consoler les larmes qui lui venaient aux yeux quand il contemplait une époque qu'il n'aimait pas. Eh bien, il les consolait en s'enfuyant là-bas, au loin, très loin. C'était souvent une expression qui revenait dans son discours, là-bas, au loin. C'était Sylvain Tesson qu'on entendait nous parler de Jean Raspail. Et aujourd'hui, pour nous parler de Septentrion de Jean Raspail, nous recevons Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Maximilien. Alors, question redoutée pour cette œuvre-là. Est-ce que tu pourrais nous résumer, nous donner une idée de l'intrigue de Septentrion? Alors ouais, c'est vrai que comme il n'y a pas de page Wikipédia, je risque pas d'être contrarié. Septentrion, c'est l'histoire de Jean Rudeau qui écrit son journal. Ça se passe dans un pays qui n'existe pas vraiment, un pays du Nord. Et il raconte en fait l'histoire de sa vie qui est petit à petit changée. Pourquoi ? Parce que tout le monde autour de lui change un peu comme une invasion d'extraterrestres. Tout le monde devient gris. Lui, il ne le contrôle pas, il ne sait pas pourquoi, c'est assez flou. Et cette espèce de remplacement de la population par des gens gris, comment est-ce qu'il va y répondre ? Il va y répondre en montant dans un train avec 35 personnes qui comme lui, ne sont pas remplacées par tous ces hommes en gris, vont partir vers le nord, vers le Septentrion, dans un vieux train. À quel âge et comment tu as découvert ce livre ? J'ai découvert ce livre j'avais en 2020. En 2020, pourquoi ? Parce que Jean Raspail, c'est un auteur que j'aime énormément. Je l'ai découvert parce que je ne l'avais pas encore lu. Et ça correspondait un peu à la date de la mort de Raspail, ou pas du tout ? Ouais, exactement. C'est marrant que tu poses la question parce que c'est le premier livre que j'ai lu de lui après son enterrement. J'étais allé à l'enterrement de l'auteur, je me sentais un peu proche. Et je ne l'avais pas encore lu. Et en rentrant, je l'ai lu. Évidemment, c'était un peu différent, quoi. C'était plus le livre d'un auteur vivant, mais le livre d'un auteur mort. Il y a une grande dimension d'aventure dans les romans de Raspail, qu'on pourrait associer un peu rapidement à de la jeunesse. Et pourtant, c'est pas un livre que tu as lu jeune de Raspail que tu as décidé de présenter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as pris ce roman-là en particulier ? Alors déjà, si je l'ai lu jeune, heureusement. Mais récemment, on va dire. Oui, mais toujours jeune. Pourquoi ? Parce que justement, peut-être que ça a été le livre de la transition où je l'ai lu un peu différemment des autres. C'est un livre plus adulte dans son œuvre, qui est toujours une histoire d'aventure, mais qui a peut-être des prétentions un peu plus profondes. C'est-à-dire, c'est moins clair, on ne sait pas exactement là où il veut en venir. C'est une espèce de rejet un peu tout du long. Pourquoi, on ne sait pas bien. On ne comprend pas trop, et pourtant on sait qu'il y a quelque chose, quoi. Tu as des souvenirs précis de moments de lecture ? Alors ouais, parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Je lisais essentiellement dans ma chambre. C'est pas un bouquin qu'on lit au soleil. C'est un bouquin qu'on lit de grandes traites, comme des grandes coulées d'eau froide. C'est-à-dire qu'il faut s'en débarrasser, avancer, parce que c'est pas facile. Alors dans ma chambre, la tête entre les jambes, les pieds sur le mur. Mais il y a aussi, je me rappelle, des petits passages dans le métro où t'es comme ça entre 25 personnes sur la ligne 10 et tu lis la tête dans les épaules et tu dis... Puis ça prend tout son sens d'être dans un train. Ben, ça prend... ouais, alors, pas facile de se représenter le train de Raspail avec la ligne 10, mais ouais. Et je me permets la question, je sais pas si on la gardera, mais je te connais un peu. Ça se lit surtout sobre, ce genre de choses ? Ou ça peut se lire en rentrant de soirée justement du fait de la goulée d'eau fraîche, tu parlais. C'est-à-dire que Raspail, ça en appelle à une superbe, tu vois, un courage. Évidemment, l'ivresse accélère et aide un peu.
Après, je vais pas te mentir, ça a peut-être pas toujours été lu sobre. Est-ce que je suis toujours revenu le lendemain matin sur mes pas? Oui. Et est-ce que ça a changé ta perception de l'œuvre ou pas, ou... Est-ce qu'il y avait plus de panache? Oh oui, je pense toujours, évidemment, ouais. Parce qu'il y a une forte dimension chez Raspail en général, et j'imagine chez Septentrion en général, de l'appel à l'aventure, le rêve, enfin la dominance du rêve sur la réalité. Et justement, est-ce que c'est ça qui particulièrement t'a intéressé, c'est cette dimension-là d'appel au rêve, ou alors justement ce que tu disais, ce côté-là plus adulte qui t'a intéressé? C'est toujours, Raspail, c'est toujours un appel à l'aventure. C'est-à-dire que quand tu lis Raspail, systématiquement, tu te dis, je suis quand même pas grand-chose dans mon canapé et je pourrais faire un tas de choses plus chic, plus classe. Dans Septentrion, il y a quand même un désespoir qui est latent, qui a tendance à te dire, bon, je suis dans mon canapé, c'est nul, mais je suis quand même pas trop mal dans mon canapé, tu vois. Donc c'est une œuvre un peu particulière de Raspail. Dans l'œuvre de Raspail, justement, je trouve qu'il y avait cette ambivalence qui est intéressante entre l'aventure qu'il a vraiment faite et en même temps les romans qu'il a fait à partir de son aventure qui peuvent aller encore plus loin que ce qu'il a fait. Et notamment dans la figure d'Antoine de Tounens qu'il admirait, il disait que qui est le roi de Patagonie, le premier roi de Patagonie, qui s'est déclaré roi alors que il était reconnu comme chef par les populations locales, mais même pas comme roi. En tout cas, c'est ce que disait Raspail. Et ce qu'il admirait le plus chez lui, c'était son dernier voyage, où il arrive à retourner sur le continent, et en fait, il a aucune thune, il est complètement paumé, et puis il manque de mourir d'inanition, mais dans sa tête, c'était toujours le roi. Et justement, il disait que ce qu'il admirait, c'était cette capacité à se sentir roi dans sa tête. Et c'est quelque chose qui te parle aussi et qui est présent dans Septentrion ou pas? Non. Non, c'est quelque chose qui est fondamental, encore une fois, dans ce que Raspail a voulu, c'est-à-dire un royalisme un peu imaginaire, un royalisme du rêve. On est toujours, nous, sujet d'un roi qui n'existe plus. Septentrion, non. Septentrion, c'est pas vraiment le sujet. Et donc, pour toi, ce qui fait le sel de ce roman-là, ce serait quoi? Ils sont 35, tu sais pas vraiment ce qu'ils fuient, ils fuient vers le nord, et pour moi, le sel de ce roman, c'est vraiment ça, c'est que ce que fuit l'auteur du journal qui est raconté dans Septentrion, c'est un truc qui est en fait, je pense, très personnel à chaque lecteur. C'est, dans les grandes lignes, on imagine la modernité, la société, l'homme tel qu'il devient. Eux, c'est une troupe un peu hétéroclite, donc qui est censée représenter tout le monde et à la fois un peu un monde d'avant. C'est cette fuite, ce savoir fuyant en lisant le livre, mais ce savoir aussi un peu le poursuivant. Pour moi, c'est ça le sel de ce bouquin. Ça m'intéresse tout particulièrement que tu parles de ce roman-là, parce que on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un comme toi qui aime l'aventure, en tout cas ses récits, que tu t'intéresses à un roman qui est plus de l'ordre de l'aventure, quoi, qui la prenne vraiment à bras le corps, limite qu'il prenne une de ses chroniques, parce que Raspail a pas mal voyagé, il a fait la traversée de l'Amérique en partant des terres de feu pour arriver jusqu'en Alaska. Ouais, il l'a traversé dans tous les sens, hein. Il a Voilà. aussi fait les chemins du roi. Et pourtant, c'est de celui-là que tu décides de parler. Est-ce que c'est parce que ça fait peut-être appel à une expérience plus directement préhensible, dans le sens où, autant l'appel à l'aventure, on peut se représenter ce que c'est, on peut participer avec l'auteur à ce truc-là, ah ouais, trop bien, les grandes terres, les grands trucs, mais au fond, est-ce qu'on s'identifie pas davantage à une peur de ce qui viendra après, le fait qu'il y ait une difficulté à aller de l'avant aussi, tout simplement, en se disant, quelque part, on peut dire que dans la vie, on est pris dans le train, si tu veux. Il y a ce truc-là où, de toute façon, que tu l'aies choisi ou pas, chaque jour qui passe, t'es toujours un peu plus vieux et toujours plus proche de la mort, quoi. Et est-ce que c'est cette dimension-là plus adulte qui t'a parlé aussi, plutôt que de parler du voyage, parce que moi, je te connais, le voyage peut occuper une grande part, quoi. Et pourtant, c'est celui-là, dans un milieu plutôt, on va dire, occidental, pas très exotique,
qui te parle? Alors, déjà, c'est assez exotique. Hein. On parle de quand même. Il y a quand même ce côté aventurier. Raspail n'a pas besoin de parler de tribus qui existent, même s'il l'a fait, de pays qui existent, pour te faire voyager. Là, en l'occurrence, même si c'est un peu du domaine de la fable, tu vois, quand il va te parler du nord, de pays du nord, là, la ville s'appelle Saint-Basile. On imagine quand même le début du vrai nord, tu vois, le nord costaud où t'es un peu froid. Quand il parle des tribus que tu rencontres, des Wimcat, des trucs comme ça, si ça n'existait pas, t'as envie que ça existe quand même. C'est vrai que cette aventure, et c'est là où je trouve qu'il est plutôt costaud, le gars, c'est que tu la vis un peu de la même manière que les aventures qu'il a vécues lui-même. Il laisse toujours cette ambiguïté de est-ce que je l'ai vécu, est-ce que je l'ai pas vécu, est-ce que quelqu'un l'a vécu, et au pire on s'en fout. Et c'est ça que je trouve assez cool. C'est vrai que c'est une aventure un peu plus humaine et sociale, dans le sens où, évidemment, Septentrion, c'est un bouquin qui peut être facilement considéré comme réac, parce qu'il l'est un peu. Encore une fois, on fuit ce monde qui devient un peu monochrome pour aller on ne sait où, mais plus loin. Je pense qu'on peut se sentir concerné, on peut se sentir évidemment, peut-être pas dans le train, mais effrayé de ne pas avoir pris le train en lisant ce livre. C'est-à-dire que ça semble aussi confortable de rester derrière, d'être le poursuivant, que d'être le poursuivi. C'est un peu ça que j'apprécie particulièrement avec la littérature, c'est que ça échappe à des distinctions du type réac progressiste, ou en tout cas ça vient les embrasser dans un second temps. Le fait qu'il ait décidé de parler des grilles, le fait qu'il ait décidé de parler d'un train, etc., on a suffisamment de place dans l'imaginaire pour y mettre des choses qui ne sont pas dirigées et qui viennent de nous. On peut très bien voir dans les grilles la capacité d'uniformisation du monde contemporain. On peut très bien y voir notre propre capacité d'inertie qui va nous faire accepter une condition pourvu qu'elle soit confortable. On peut y voir tout un tas de choses. Et dans ce train-là, comme on l'a dit, il y a la marche en avant de la vieillesse. Il y a plein de choses. C'est ça qui est intéressant avec la littérature, c'est qu'elle nous permet de projeter des choses qui viennent de nous dans quelque chose qui laisse suffisamment de place pour qu'on les y mette. Je trouve que c'est particulièrement intéressant pour m'être renseigné sur Raspail aujourd'hui même, sinon très peu de temps avant, dans cette affirmation de la littérature qui permet d'échapper un peu à l'étiquette aussi. Alors, on l'a dit un peu avant, en off, il y a eu peut-être des prises de position plus tardives de Raspail, mais qui, pour moi, si on considère simplement la littérature, n'ont juste, alors sinon pas lieu d'être, en tout cas pas une pertinence folle. Et je trouve que la littérature est beaucoup plus intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle laisse beaucoup plus de place au lecteur, quoi. La dimension politique de Raspail, tu peux la lire dans une phrase par page. Évidemment, si tu cherches le Raspail politique, tu vas trouver assez pour le détester, tu vas trouver assez pour l'adorer, étant donné en fonction de ce que tu penses. Je pense que c'est vraiment pas le sujet et que ce serait presque un peu triste de le réduire à ça, quoi. Toi, t'y vas pas en tout cas avec cette idée-là quand tu vas attaquer ce roman-là? Quand je vais attaquer ce roman-là, non. Quand je lis Raspail, je sais à quoi m'attendre. Tu vois, je sais bien que c'est un bouquin qui va dans un sens. Pour être plus clair, tu peux le lire sans aucun a priori politique, sans aucun a priori idéologique, et juste profiter de l'aventure, et en plus d'une dimension qui te travaille sans savoir exactement ce que c'est. Quelque chose de l'universel de la condition humaine, quoi. Mais d'ailleurs, lui-même, en tout cas jusqu'en 76, à peu près à l'époque à laquelle il sort le bouquin, revendiquait, quand on lui parlait de politique, il disait oui, il y a de ça, mais d'abord c'est une histoire. Ne venez pas mettre de la métaphore avant de regarder ce qu'il y a au premier degré, quoi. C'est un bouquin, en tout cas de ce que je vois, qui est assez massif, en tout cas que classique, on va dire. C'est quoi, ça fait 300-400 pages, je sais pas, un truc comme ça. C'est écrit petit. C'est écrit petit en plus. Ah non. Ça fait si, ça fait quand même 350 pages, tu vois. 350 pages écrit pas gros. Écrit petit et pas dans un poche. Bon, après là je l'ouvre, tu vois, il y a 3 lignes, c'est tut, tche, poum poum, tac, scandale à mitrailleuse. Bon, ça se lit. Il était payé au mot. Comment on ressort justement d'une expérience comme ça, avec tout ce truc-là d'un train, sans parler forcément de la fin, de spoiler, mais comment on ressort d'une lecture pareille? Bon, c'est puissant.
Je vais pas te mentir, ça fait partie de ces livres en fait où j'en ai eu quelques-uns dans ma vie où en les refermant, je me suis dit merde, j'étais peut-être un peu jeune pour lire ça, tu vois. Mais c'est des émotions que peuvent te provoquer, je sais pas, mort à crédit, ravage. C'est des trucs où je me suis, au-delà du fait j'ai aimé ou j'ai pas aimé, et waouh, ça en dit quand même violent sur l'homme. Est-ce que j'avais envie de lire ça maintenant? Pas forcément. Maintenant que je l'ai lu, bah, j'ai plus le choix, quoi. Et justement, qu'est-ce qui a changé derrière pour toi? Qu'est-ce qui a fait que ça a été une lecture marquante, sinon déterminante? Ah bah peu de choses, c'est là où c'est génial. C'est-à-dire que, évidemment, on lit des livres qui nous gonflent de courage. On voit vraiment la superbe, on a envie d'être un hussard. Et puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, un peu fatigué de la veille, voilà. Tu l'as pas oublié, tu peux te rappeler des dernières lignes, tu te dis merde. Tu finis quand même sur les toilettes. Non mais, moi ça me choque pas du tout, ce côté-là. C'est-à-dire que le moi qui a lu ça n'a pas changé. Est-ce que ça aura changé? Est-ce que 4 ans après, quand je sélectionnerai la pièce dans ma poche que je veux filer au clodo, ce sera pas les 20 centimes mais les 2 euros? Peut-être, tu vois. J'espère d'ailleurs. Mais dans l'absolu, non. C'est ça qui est génial. C'est un peu la vision que tu as, toi, de la littérature, de ce truc-là qui est censé rester cantonné à une expérience de lecture et qui n'est pas censé la dépasser tant que ça? Ouais, j'ai fait l'expérience quand j'avais 17 ans en lisant Martin Eden. T'en as parlé il y a pas longtemps dans ton émission. J'ai fait l'expérience de lire Martin Eden, de le finir tard dans la nuit et de me dire, à partir de demain, je vais lire mes 25 bouquins par semaine. Je vais devenir un sacré érudit. Je vais me marier avec une fille absolument superbe parce que je relis 25 bouquins par semaine, tu vois. Et le lendemain matin, bah évidemment, en allant au lycée, bah, je regardais mon portable. Et j'ai peut-être vu 2-3 vidéos de chats, mais j'ai absolument pas recommencé à lire 25 bouquins par semaine. Par contre, j'ai dit que ça avait changé. Ça, on le dit beaucoup. Ouais. On va pouvoir passer à la lecture de l'extrait. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? On est à un arrêt du train, donc ce train qui part vers le nord. Il s'arrête dans une gare. Le temps les rattrape. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que en avançant vers le nord, la société avance plus vite qu'eux. Donc ils sont rattrapés par le passé. Et ils vont prendre une ville qui a été désertée depuis des années. Parce que cette voie vers le nord qui a été tracée ne sert à rien. Enfin, a été considérée comme ne servant à rien un siècle plus tôt quand le tsar en place l'a fait construire. Tous les voyageurs vont descendre du train, descendre dans cette petite ville, et ils vont annexer cette ville à leur nom. Le drapeau était bleu, blanc, vert à 3 bandes horizontales. Le drapeau de la principauté frappait en son centre aux armes personnelles du prince. C'était le drapeau du palais. À la barbe des sentinelles, Kendall l'avait décroché du portail d'honneur et fourré dans sa poche. Il ne représentait plus rien que notre propre volonté. Nous allons procéder à la cérémonie, dit Kendall. À vous, messieurs. Drill à la germanique, coup de talon sur place, dans l'herbe, éclair de sabre au soleil, voix jeune et claironnante du lieutenant Igor Souvorov. Pour le premier régiment de hussards blindés, à mon commandement, présentez armes. À quoi répondit la voix plus grave de son frère Nicolas. Pour le premier régiment de dragons portés, à mon commandement, présentez armes. Et Werner, tout seul, sans une hésitation, comme si 100 tuniques rouges étaient alignées derrière lui. Pour la gendarmerie princière, à mon commandement, présentez armes. Immobile, statufié, superbe, Werner. La poignée du sabre au menton, la lame dressée le long du nez n'oscillant pas d'1 millimètre. Se commander et s'obéir à la fois, il fallait être gendarme pour réussir cette pirouette sans rire. Pour ma part, j'avais peine à garder mon sérieux. Je ne me moquais pas. C'était une sorte d'allégresse un peu amère mais irrésistible. Comprenne qui pourra. Et justement, Werner souriait. Je le voyais qui raidissait en un rictus les muscles de sa mâchoire. Il devait faire un effort surhumain pour enrayer, au ras de la gorge, la jubilation du fou rire. Autour de moi, tout le monde souriait. Eliane battait des mains. Nous avons tous applaudi. Puis Kendall a fait un geste qui mettait fin au jubilaté. Puis-je confier quelque chose à ce lecteur inconnu qui ne me lira jamais? De toute mon âme, je me trouvais inimitable.
Envoyez, commanda Kendall. Les Waks empoignèrent la drisse comme s'ils remontaient l'eau d'un puits, et le drapeau s'est déployé au sommet du mât, le drapeau de la principauté. L'espérance est son terme, de triomphes confondus, naissance et mort, foi essentielle et doute fondamental. Le drapeau du néant, le nôtre. Kendall se tourna vers nous, au nom de... Un blanc, une pause. Hésitation au nom de qui, au nom de quoi. Il eut un autre geste, comme s'il passait outre. En mon nom, en votre nom, je prends possession du Septentrion. Il n'y a de vraie conquête que lorsque l'on sort de ces frontières palpables et impalpables, sans esprit de retour. Pour n'avoir pu le comprendre, semblable à tous les hommes de ce temps, ceux qui nous ont précédés ici ont misérablement reflué au sein de la masse protectrice. Dieu merci, nous autres, nous n'en sommes plus là. Et maintenant, allons fêter cela. Au pied de l'ancienne gare avait été dressé un buffet. Je reconnus le pain bis dans des croûtes évasées, les pruneaux enroulés de bacon, l'incomparable caviar gris. Sur le bord de la route, en compagnie du gouverneur, je ne parvenais plus à retrouver son nom. Avec Alexandra, Clara, Kendall et les dragons échappés de la capitale, je me souvenais bien que nous avions été régalés, mais que nous n'avions pas tout avalé. Abaye avait récupéré de plein carton et je ne sais combien de casiers de bouteilles, le buffet de mariage de la jeune Gisèle, à moins que ce ne fût Louisa. Non, ce n'était pas cela. Impossible de retrouver le nom de l'infortunée donatrice. Aucune importance. À notre santé. Ayant troqué leur veste noire pour une blanche, Valet 1 et Valet 2 se multipliaient. Il était inconcevable de garder une coupe vide à la main, sans qu'elle fût aussitôt remplie. Un champagne excellent, sec, frappé à souhait. Je remarquai de la glace à ras-bord dans une grande bassine d'où émergeait le col doré de nombreuses autres bouteilles. La glace n'avait donc pas fondu. Cela ne m'étonnait pas trop, nous n'étions partis qu'hier. Le pain des sandwichs n'était pas rassis, à peine un peu durci en surface. Hier, n'était-ce pas le 24 juillet? Une légère brise s'élevait sur la clairière. Il ne faisait pas froid. De temps en temps seulement, un éclair de souffle polaire qui nous piquait comme une aiguille, mais que le soleil effaçait. Passé ma 15e coupe de champagne, j'eus quelque peine à concevoir comment les lisières de la clairière étaient couvertes de feuilles mortes qui ne s'y trouvaient pas à notre arrivée. Je levai les yeux et vis le ciel à travers les branches. Les trembles et les bouleaux avaient presque vieilli d'une saison. Me parle pas que du buffet, hein, même s'il a l'air délicieux. Pourquoi tu as choisi cet extrait, Antoine? Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que la prise de ce village au nom du Septentrion, et plus largement la prise du Septentrion, c'est à la fois le nom du bouquin, c'est un peu leur quête, c'est-à-dire qu'on leur prend tout, et eux ils continuent à prendre. Ils arrivent dans un village, ils vont prendre ce petit pays de la taille d'un village, et repartir le lendemain en l'abandonnant. C'est ça qui est génial. Tu vois. C'est on prend, on abandonne, mais on l'a fait avec une grande fête, en levant notre drapeau. Il le dit, bleu, blanc et vert, c'est le drapeau de la Patagonie, représente. J'adore la spontanéité et la vanité du process. On passera sur le mot de process. C'est intéressant que tu parles de la vanité, parce qu'il y a ce mot-là de néant qui vient contraster avec la force de description, qui nous montre effectivement quelque chose de sublime, d'épique, alors même qu'on est dans un village abandonné qui plus est, il n'y a même personne à abattre ou personne à conquérir. Et pourtant, il y a tout ce geste-là. Et aussi, il y a le buffet derrière. On a presque l'impression que c'est avec du symbole qu'on se convainc de notre victoire. Ouais, évidemment. Évidemment, c'est tout à fait la démarche patagone qui retrace un peu là. Il y a tout ce côté très militaire. Là, on parle de 5 militaires qui, pour l'instant, ont rien d'autre à faire que d'être armés, de bien huiler leurs armes et de tirer dans les nuages, tu vois. C'est alimenter cette image, même si on est seul, même si on part vers le nord, on se structure grâce à des reliquats de la gloire qu'on aimait, tu vois. Que ce soit la gloire de l'armée, la gloire du pays, leur gloire à eux. Mais presque en tant que gloire et en tant que symbole, tout en mettant rien derrière. Il y a vraiment... ça se sent dans ce qu'il dit à côté du roman, mais aussi dans ce qu'il dit là, précisément dans ce roman-là. Enfin, il s'agit de faire face, en fait, de résister. Il y a quelque chose de vraiment
vraiment vain. Et pourtant qui est quand même fait. Il y a un peu quelque chose de l'expérience humaine et on sent que c'est un monsieur qui est né avant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a presque quelque chose de l'ordre de il faut pas prendre ces choses-là au sérieux, tout en les prenant au sérieux. Ouais, alors c'est marrant que tu parles de la résistance, parce que c'est un tout petit peu flou là-dessus. Parce que c'est un roman de fuite. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la fuite si ce n'est le contraire de la résistance? Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'ils résistent pour eux, tu vois. Ils restent pas à Saint-Basile pour essayer de combattre les gris. T'as un gars qui reste là-bas, il se fait fusiller manu militari. Bon, on en parle dans 2 pages. C'est pas le sujet. C'est-à-dire que là, leur résistance est dans la fuite. Dans tous les cas, je n'ai plus d'armes contre ce monde. Toutes les armes qu'il me reste, c'est les armes que je peux me montrer à moi-même, tu vois. Si je vais me servir de mon sabre, maintenant, ça va être pour le faire relire et le poser au-dessus de ma cheminée. Ça va sûrement pas être pour me battre. Et c'est cette dimension-là qui t'a parlé le plus, toi? Ouais, c'est une dimension qui est hyper vaine et qui pour moi prend énormément de sens. Est-ce que ça va un peu au-delà de la symbolique? Est-ce que ça rejoint une idée, pas seulement circonstancielle, de le monde dans lequel on vit, mais de l'expérience humaine en tant qu'elle est, alors à moins d'une transcendance, mais même en ayant en tête cette transcendance-là, l'idée de se dire, bon, c'est un peu vain tout ça. Alors, si évidemment la vanité de la situation que met à jour Raspail, et c'est là où c'est fort, tu vois, c'est quand on parle de choses très générales, on est toujours d'actualité. C'est un peu ça l'idée, et je pense que ça s'étend pas mal à la nature humaine. C'est cette idée de, dans tous les cas, c'était mieux avant. Je suis pas à la bonne époque. Là, ça se sent parce que Raspail, bon, c'est un auteur contemporain, donc on sent qu'on est peut-être que le lecteur peut être plus sujet à des problèmes qu'il veut pointer. Justement, contrairement à d'autres livres qu'il a pu écrire, évidemment, on pense au Camp des Saints, là, il laisse un flou terrible sur ce qui est la cause de la chute du monde. En laissant ce flou, je suis d'accord avec toi parce qu'il va avoir le luxe de se permettre de ne pas décrire l'ennemi et donc de laisser au lecteur le soin de décider sa peine. En fait, il parle de la peine de manière générale, je pense. Et par conséquent, toi, ça t'a aussi permis d'y venir coller, projeter des choses qui sont pas forcément dans un cadre... Enfin, chacun peut ramener toute son existence, et donc à fortiori toi, et c'est peut-être aussi ce qu'en fait une lecture marquante, du coup. Ouais, ah oui, certainement. Certainement, mais ça, je pense que c'est d'accord pour dire que c'est un des bienfaits de la littérature. Quand tu vas lire un poème d'amour d'Aragon, tu pourras très facilement y mettre la petite Mélanie de la classe de CM2. Qui avait refusé de te filer des bonbons. Ouais. Mais justement, je trouve ça intéressant parce que ça relie un peu à ton rapport à la littérature, où tu as dit que justement ça dépassait pas l'expérience de lecture, où tu étais tout plein d'espérance au sortir et de courage au sortir d'un bon bouquin, et puis en fait le lendemain t'oubliais tout. Ou alors ça ne restait que du discours. Ici, de la même manière, il y a dans leurs gestes quelque chose de l'ordre du panache, dont il ne reste rien. Et même pour Jean Raspail, il y a quelque chose de l'ordre du « tout ça ne vaut rien » et pourtant j'en fais 380 pages. Et de perpétuer un certain rapport au monde qui serait de l'ordre de « on est un peu foutu mais on va quand même continuer à le lire parce que c'est ça le vrai plaisir qu'on a ». Malheureusement, c'est un peu souvent le discours de Raspail. C'est demain ça pue. Mais sans aucun alarmisme, sans aucun apitoiement, c'est demain ça pue. De manière très sobre. Ça pue parce que demain, tu auras forcément un cheveu de blanc de plus, quoi. Oui. Et ton corps glorieux d'aventurier ne peut être qu'un corps assis et écrivant des récits d'aventure. C'est ce qui s'est passé pour Raspail. Il a commencé à écrire quand il a arrêté de voyager. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le présent déçoit et l'ailleurs fascine, tu vois. C'est un peu, quand tu resitues le temps et l'espace, Raspail, il fait un peu ça. C'est-à-dire que tu sens que entre l'endroit où il est, grâce à ses aventures, ça lui permet de sortir un peu du temps. Ça lui permet de retrouver un peu le passé. C'est quand même un écrivain qui est parti pas mal à la rencontre des peuples premiers.
que des endroits qui, dans le fond, pouvaient le sortir du présent. Et qui étaient voués à disparaître dans le même temps. Qui étaient voués à disparaître, qui étaient voués à pas avoir de futur. Alors, est-ce qu'on peut facilement dire ce serait pour voir en avant le déclin de notre société? Je pense même pas. Je pense que c'est quelqu'un qui fuyait un peu, et c'est comme ça que je le ressens un peu. C'est quelqu'un qui fuyait son présent, et c'est une invitation à la fuite. Est-ce que ça invite à faire le trajet inverse de Raspail, à savoir Raspail, il a voyagé puis il a écrit? Est-ce que toi, en tant que lecteur, ça te donne derrière l'envie de voyager? Ah, évidemment. Je pense que beaucoup de mes envies de voyage sont inspirées par Raspail. Raspail a cette capacité un peu comme Tesson à emmener dans ses voyages et à pousser au voyage. Parce que on est de plus en plus, on est de plus en plus séduit par ces voyages qui sortent un peu du tourisme. C'est-à-dire que tu vois de plus en plus chez les jeunes des personnes qui ont envie d'aller dans des endroits de plus en plus, non pas forcément miteux, mais des endroits que personne va voir. Sortir de la masse. Ouais, sortir de la masse. Et comme on a envie de se sortir un peu du lot, d'aller à l'endroit où les gens n'ont pas l'habitude de voir des voyageurs, tu vois, un peu à son image, tu te retrouves à faire des voyages en Albanie où finalement c'est nul, tout est gris, et tu vois le principe. C'est presque paradoxal parce que à travers ces romans, on comprend à quel point le voyage c'est une fuite pas mal. Et toute idée de voyage comprend aussi une idée de retour. Et comment t'envisages toi cette dimension-là? Il y a rarement de retour dans les voyages de Raspail. Oui, mais toi tu sais que t'en auras, a priori. Enfin, j'en sais rien, mais... Inch'Allah. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une question qu'on se pose pas. Quand tu lis Les 7 Cavaliers, Septentrion, c'est des romans qui vont dans un sens. Ils finissent quand même souvent pas top. Toi, en tant que lecteur, t'as du mal à visualiser ton voyage autrement que comme ça. Évidemment que derrière ton voyage, ça va finir par un vol Ryanair Kuala Lumpur Paris avec 8 escales, et ça va pas être agréable. Bon, j'ai du mal à concevoir cette partie-là du... Est-ce que t'as pas peur que de la même manière que le récit d'aventure ou la lecture marquante ne provoque aucun changement dans l'être profond, tu envisages le fait que le voyage en lui-même puisse n'apporter rien à ton être? Ah, peut-être. Par contre, la lecture aura déclenché, tu vois. Je pense qu'on manque peut-être un tout petit peu d'éléments déclencheurs. Alors si ça peut passer par la lecture, c'est très bien. Il y aurait peut-être plus d'espérance dans la lecture que dans le voyage en lui-même. Le voyage nous le dira. Bah, sans doute. Mais en tout cas, tel qu'on le voit à travers ses romans à lui, il y a peu de choses à espérer du voyage. Sinon de contempler une fraternité avec l'humanité dans la vanité de son existence. Non, on dresse un portrait qui est peut-être un peu trop dramatique pour l'auteur. Il y a une dominante du rêve chez Raspail, ça c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever. Il y a le rêve d'un ailleurs. C'est ce qu'on voyait même avec Tesson au début. Il y a le rêve d'un ailleurs, un endroit dans lequel on peut se réfugier après, justement, quand on a les larmes face à la condition qui est face à nos yeux. Ouais, tu me permets de le citer parce que Cite-le, pour moi c'est très très révélateur de toute cette idée-là. C'est Raspail qui disait: quand on représente une cause presque perdue, il faut sonner de la trompette, sauter sur son cheval et tenter la dernière sortie. Faute de quoi l'on meurt de vieillesse, triste au fond de la forteresse oubliée que personne n'assiège plus, car la vie s'en est allée ailleurs. Tu vois, c'est cette idée de... Si on part du principe que c'est foutu, ce qu'il décrit quand même dans pas mal de ses romans, on va crever. Par contre, il faut se servir de cette idée pour être tonitruant. Oui, mais du coup, il y a un peu un truc de l'ordre du Don Quichotte. Il se bat contre des moulins à vent. Oui, mais c'est vain, oui. Tu vois. Sauf que chez Raspail, il y a cette conscience de la vanité, mais qui n'empêche le panache. Et est-ce que c'est pour ça que toi, t'aurais l'impression de l'avoir lu trop jeune? Parce que est-ce que c'est à 20-25 ans qu'il faut avoir la conscience de la vanité? Je pense qu'on l'a irrémédiablement. Alors, plus on l'attarde, peut-être plus on est heureux. Hein. Tu penses? Et toi? C'est moi qui pose la question. Je pense que on se préserve évidemment
on se préserve à ne pas avoir trop conscience trop tôt. Ah, c'est marrant ça. Il faut rester comme un enfant le plus longtemps possible. 17 ans et demi forever. Même moins que ça. Non, il y avait dans un de ses romans, je crois que c'est Le Jeu du Roi, où justement c'est l'histoire d'un enfant qui veut conquérir un royaume, en tout cas une terre. Il y a un royaume qui est dessus, enfin il y a une forteresse qui est dessus, et il décide d'aller dans ce fort une nuit pour en gros le prendre. Et puis une fois qu'il arrive à passer de l'autre côté par miracle, il arrive et il y a un homme qui est là et qui lui dit « Vous êtes mon prisonnier ». Et un homme qui a une 50aine d'années, qui est donc rentré dans le jeu de l'enfant. Et c'est marrant que tu parles de cette dimension-là d'enfant, c'est que j'ai l'impression que Raspail, il arrive à faire ce tour de force-là, de cultiver en même temps l'esprit d'enfance, sans avoir aucune concession pour la réalité de la condition. Et que donc, dans le même temps, il revendique le rêve comme solution à une condition humaine qui serait en soi un peu vaine, d'où son admiration pour Antoine de Tounens, qui n'était pas vraiment roi, Non, qui était roi dans sa tête. c'était un grand enfant. Et tout l'entreprise, on va dire, faut pas parler d'entreprise, mais tout le projet de la Patagonie, c'est cette idée-là d'être un roi dans sa tête. Mais pour moi, c'est exactement ça. C'est le romanesque raspalien. Non, d'être sujet du roi dans sa tête. C'est ça qui est génial. Tout le romanesque raspalien, tu vois, c'est ça. C'est de se dire que... c'est lui qui disait que... pourquoi est-ce que les enfants jouent parce que c'est les seuls à comprendre qu'il n'y a que le dérisoire qui soit dans le vrai. Tu vois ? Et en fait, ça explique tout à fait le romanesque raspalien. Et c'est ce qu'il dit. Le jeu du roi, en fait, c'est rester un enfant le plus longtemps possible. Je l'ai rencontré, il avait 92 ou 93 ans. J'avais pas l'impression que c'était un enfant. Et pourtant, tu vois. Il y avait quelque chose qui a été resté. Ouais. Donc il faut être toujours un enfant. Bon, ça, évidemment. bah non, c'est pas évident. Être un enfant face à un enfant face à la mort, c'est pas toujours comment gérer. Et puis surtout quand on fait des voyages, c'est peut-être parce qu'on est adulte. Justement, on s'apprête à vivre un monde d'adulte derrière. Il faut avoir un travail, tout nous pousse à être des adultes. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rester des enfants ? Est-ce que c'est simplement la littérature ? Est-ce que c'est l'obligation de faire des voyages ? Est-ce que passer un certain âge, il faut le vouloir pour rester un enfant ? Est-ce qu'il y a une manière de cultiver cet esprit d'enfance ? Au-delà du voyage ? Parce que, alors moi, j'ai les 2 vers de Baudelaire qui me restent toujours en tête par rapport à ça. J'ai peut-être déjà cité dans l'émission, mais personne ne se souvient de ça. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Qui, alors en plus, je dis ça pour tous ceux qui ont des dissertations à faire, il y a un jeu sur les sonorités qui fait que ah, que le monde est grand, à la clarté des lampes, c'est des sonorités ouvertes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, ce sont des sonorités fermées. Donc ça illustre bien le propos. Mais en tout cas, que la puissance de l'imaginaire dépasse la prétendue expérience qu'on pourrait avoir de la vie. Qu'on gagnera toujours à être un enfant qui imagine des choses même fausses, plutôt qu'un adulte qui revendique une expérience qui aurait valeur de vérité. Donc c'est quelque chose qui se cultive. Parce que sinon on a tôt fait. Et par exemple, on pourrait penser que toi, le jour où tu auras fait ton voyage, tu vas être... tu vas revendiquer cette expérience-là plutôt que, je sais pas, les attentes que tu avais par rapport à ce voyage qui sont pas réalisées. On parle pas d'un voyage en particulier. On parle d'un grand voyage. C'est-à-dire que je sais très bien que où que j'ai la chance d'aller sur cette planète, j'aurai jamais exactement ce que je veux et donc je le considérerai pas comme le voyage. Tu vois ? C'est pas en Russie ou en Inde que j'ai trouvé plus de Patagonie, que plus de Raspail, que en montant une toute petite montagne du Cantal et en allant planter mon drapeau Patagon tout en haut et déboucher une bouteille de cidre au lever du soleil. Tu comprends ? Donc évidemment c'est un voyage qui est très humain, c'est un voyage qui est très
qu'on alimente à grands coups d'enfance, à grands coups de... en s'empêchant de grandir, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre, à mon sens. Est-ce qu'il y a des films, alors je sais qu'il y a une partie de l'œuvre de Raspail qui était adaptée en BD. Qui est Est-ce très bonne d'ailleurs. qu'il y a des œuvres annexes justement, alors qui soit te font penser à Raspail, au Septentrion, soit sont directement liés? Il y a peut-être ce poème de Blaise Cendrars, la prose du Transsibérien, qui m'évoque un peu, parce que, bon, évidemment, un train qui va vers le nord et ses habitants, on peut retrouver la prose du Transsibérien. Sinon, il y a, ça va pas t'aider, hein, mais c'est un jeu vidéo qui a été particulièrement bien dessiné par Benoît Socal au début des années 2000, qui s'appelle Siberia, qui est absolument superbe. Sur pareil, un train qui va découvrir ces pays du Nord et chercher des mythes auxquels personne ne croit. L'existence des mammouths. Sinon, non, du moins pas de cette œuvre. Pas de cette œuvre, non. Même pas dans les films. Il y a eu le dernier train pour Busan. Non, ça marche pas Le du tout. dernier train pour Busan, ouais, j'ai un peu une daube. Ouais. Un peu une daube, non, à la rigueur, dans les films, tu pourrais parler de Snowpiercer, qui est une très bonne idée d'ailleurs, qui est issue d'un bouquin ou d'une BD, je sais plus. Peut-être même d'un manga, tu sais, on sait jamais aujourd'hui. De ce train qui n'a plus sa seule façon de continuer à avancer, la seule façon pour les humains de continuer à survivre, c'est de faire avancer ce train, donc qui avance de manière continue pour éviter de geler. C'est un peu la même idée, sauf qu'ils n'ont pas de but, eux non plus, mais eux au moins ils tournent pas en rond. Alors moi ça m'a fait penser, mais très vite fait, dans cette idée-là d'aller vers un ailleurs qu'on sait ne pas exister, mais y aller quand même, en se disant de toute façon on est fait pour faire ça. Ça fait penser un peu à la Horde du Contrevent. Je sais pas si... D'Alain Damasio ? Ouais. J'en ai entendu le plus grand bien. Mais tu l'as pas... Je l'ai pas lu. Quelles seraient les 2 couleurs que tu associerais à cette lecture? Et t'as pas le droit de prendre celle de la couverture. Ah merde. Je te dirais... Alors je te dirais plus facilement 3 couleurs à ce moment-là, le bleu, le vert et le blanc, qui sont les couleurs de la Patagonie. La Patagonie, et c'est drôle hein, parce que la Patagonie, on parle des terres de feu qui sont les terres tout au sud de l'Amérique du Sud, mais qui représentent de la même manière ces terres du Nord dans leur oubli de la société, comme si quand on avait voulu regrouper un peu toute l'humanité, il y avait deux, trois pays qui sortaient un peu du cadre, tu vois, qu'on n'arrivait pas à faire rentrer. Et alors que ce soit le Septentrion ou la Patagonie, moi, ça fait partie de ces petits îlots qui n'auront pas pu rentrer dans le cadre. Quel serait le mot ou la phrase que tu associerais à cette lecture? La phrase, en fait, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de la redire parce que c'est Raspail, c'est le Septentrion. C'est encore une fois, quand on représente une cause presque perdue, il faut sonner de la trompette, sauter sur son cheval et tenter la dernière sortie, faute de quoi l'on meurt de vieillesse, triste au fond de la forteresse oubliée, que personne n'assiège plus, car la vie s'en est allée ailleurs. Donc c'est un éternel quand même. C'est un éternel quand même. On va arriver à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas pu dire et que tu voudrais ajouter? Non. Si ce n'est peut-être que Raspail, c'est vraiment un auteur qui est pour moi fondamental et qui a été, je pense, vraiment oublié bêtement. Et même si c'était pas forcément très clair la façon dont j'en ai parlé, je pense qu'il faut vraiment le lire parce que ça peut toucher tout le monde, pour l'aventure, pour la spiritualité, pour... chacun peut y trouver vraiment son compte, sa poésie, sa philosophie. Raspail, c'est vraiment, à mon sens, un grand auteur. Et il faut y aller vraiment en fermant les yeux. T'as dit que t'avais peut-être été un peu trop jeune pour le lire. Tu le recommanderais pour des gens de quel âge, du coup? D'un peu plus jeune que moi. Faut qu'ils soient bien pourris dès la base. 17 ans et demi. Voilà, fois 17 ans et demi. Et dernière question. Quelle est ta lecture du moment? Ah dur. Ma lecture du moment, je vais faire un peu fanatique.
je me suis remis, en préparant l'émission non du coup, mais en pensant à l'émission, je me suis remis à Raspail, un livre qui s'appelle L'île bleue, que j'avais encore jamais lu. Ça parle d'enfants. Eh bien, merci beaucoup, Antoine. Merci, Maximilien. Et tous nos éditeurs et auditrices, à très bientôt. La semaine prochaine à 6h. Thank you.